là, merci d'être patient et merci d'être vigilant sur ce qui va être dit et réactif. C'est la dernière séance ou session de la journée, donc on va essayer de la faire d'une manière soft, cool. Le thème, c'est un thème un peu moins technique puisque c'est une question qui peut être donc posée à tout le monde. Est-ce que la Tunisie peut être un hub continental pour les startups africaines? Donc, c'est un sujet qui peut être vu donc sous différents angles. Nous avons le plaisir d'accueillir pour traiter de cette question des invités de marque. Je commencerai par donc citer M. Salifou Thiem Touré, ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alors on va voir si c'est le pays des startups aussi. Alors, Mme Bouthaina Ben Yarlen s'est fait remplacer par Sikhal Detriki, qui est un ancien de la maison, qui connaît bien la CDC, et qui dirige aujourd'hui la CDC Gestion. Donc c'est un peu la filiale qui est dédiée pour justement les startups. Donc il a un point de vue de financeur. Nous avons aussi Sir Amor Bouzoued, directeur général de l'API. Alors c'est l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, et qui a pignon sur rue dans le domaine de l'incubation. En tout cas, il va nous en parler davantage, comment il voit la position de l'agence publique dans cette affaire. Nous avons aussi Mme Rossi, alors qui dirige beaucoup d'initiatives, qui est à la base enseignante universitaire, mais qui s'intéresse beaucoup au monde de la start-up et qui va nous parler de son expérience en tant que justement acteur de tout ce qui est émanation, idéation, incubation, accélération de start-up. Malheureusement, Sitem El-Hamden n'a pas pu venir. Il est fondateur d'une plateforme de crowdfunding, donc on essaiera de compenser un peu. On sait de quoi il s'agit. La loi est passée récemment sur le crowdfunding en Tunisie. On essaiera de voir dans quelle mesure ça peut servir les start-upers tunisiens et les start-upers africains. Et nous sommes censés avoir aussi Mme Sausen Belhaj, qui est fondatrice de Takwin, qui est aussi une société donc, qui accompagne les start-upers. J'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre donc, au fil de l'eau, au fil des conversations. Donc voilà, comment faire de la Tunisie un hub continental pour les start-up africaines. Le sujet est ouvert, mais pour que ce soit bien cadré et qu'on parle peut-être de choses spécifiques sur des dimensions donc, particulières, je vais vous citer très rapidement les résultats d'une analyse de politique publique réalisée en septembre 2020. Donc si on peut me faire le plaisir d'afficher l'étude, et qui définit d'abord l'écosystème. Donc c'est une étude sur les écosystèmes d'innovation. Et un écosystème, pour faire très bref, peut être défini comme trois sphères. Donc trois sphères indépendantes, mais qui interagissent entre elles. Alors nous avons la sphère du capital, la sphère des connaissances et la sphère entrepreneuriale. Voilà les trois sphères qui constituent l'écosystème. Et lorsqu'on analyse ces trois sphères-là et qu'on met, comme font les économistes en général, des scores sur chaque dimension, on peut comparer les pays. Et la comparaison a fait l'objet justement d'une conférence il y a quelques mois. On a trouvé qu'en Afrique, le potentiel, ce qui est tout à fait logique, le potentiel est bien sûr beaucoup plus important que la réalisation. Donc si on mesure pour chaque sphère son potentiel et sa réalisation, donc la réalisation, c'est en fait la performance, c'est le taux de réalisation. Et le taux de réalisation est très faible. Et ce qui est incroyable pour la Tunisie, c'est que la Tunisie figure parmi les top 10 des pays à haut potentiel, mais par contre, elle est parmi les derniers en termes de réalisation. Donc on n'arrive pas à transformer ce potentiel. Donc il y a forcément des blocages, il faut savoir où se trouvent ces blocages. Les pays les mieux classés sont connus, c'est en gros, vous les connaissez, c'est les usual suspects, comme on dit. Nous avons l'Égypte, nous avons le Kenya, nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui arrivent bien avant la Tunisie pour des raisons donc évidentes, c'est que leurs écosystèmes, même si leur potentiel est forcément équivalent,
ils arrivent à transformer ce potentiel en réalisation. Donc, ils arrivent à produire plus de start-up et à faire des levées de fonds plus importantes. Et là-dessus, on va revenir un peu, certainement, pendant le débat. Qu'est-ce qui pourrait rendre justement ce taux de réalisation plus important? Mais pour pouvoir comprendre où se trouvent les blocages, voilà le plus intéressant dans cette affaire. C'est de pouvoir, dans chaque sphère, regarder où se trouve... vous vous souvenez, en cause de Géja, le bottleneck. Le bottleneck, en cause de Géja, c'est en gros là où il y a l'étranglement, là où ça se passe pas très bien. Et là où ça se passe pas très bien, là où ça coince, d'une manière très rapide et perceptuelle, parce que ça c'est un questionnaire, donc c'est un questionnaire qui a été adressé à des start-upers, donc ce n'est pas une étude quantitative, c'est juste du qualitatif, on pose des questions, on dit voilà, il y a tels éléments, quels sont les éléments qui coincent? Eh bien vous voyez donc sur chaque, pour la sphère par exemple le capital, tout ce qui est incitation pour l'investissement, donc en gros tout ce qui est en théorie favorable aux investisseurs, c'est la première ligne, c'est tout se passe bien. Là où ça se passe moins bien, c'est quand le trait devient plus faible. Et donc vous voyez, le trait devient plus faible. Je suis obligé d'avancer parce que je ne vois pas. Je n'ai plus mes yeux de 20 ans. Non. Alors, je vais... Non, mais oui. Voilà, merci. Donc je n'ai plus mes yeux de 20 ans, je disais. Donc vous voyez donc l'échelle du plus grand au plus petit, et lorsque ça devient un petit trait comme ça, donc la longueur du trait devient petite, ça veut dire que ça coince. Alors devinez, dans l'échelle du capital, qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Alors non, le financement, il est au milieu. On n'est pas très, très mauvais, c'est ni trop bon ni trop mauvais. Les incitations fiscales sont très bonnes, par contre, fermer une start-up, c'est compliqué. C'est très très compliqué de liquider une affaire. Donc autant on donne des facilités pour créer, mais on n'enterre pas les morts. Donc nous, on est dans un pays où il y a beaucoup de morts, mais on ne les enterre pas. Vous imaginez ce que ça peut faire? Ça peut générer des maladies contagieuses. Même dans le monde de l'univers des start-up, il faut faire le parallèle avec le monde du vivant. Une start-up, c'est un ensemble d'individus, c'est un ensemble de vies, c'est comme le vivant. Donc on doit savoir créer, et on doit savoir aussi enterrer quand c'est mort. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre la sphère du knowledge. Alors, dans le knowledge sphere, il y a donc plusieurs aussi critères. En Tunisie, on a une capacité incroyable de recherche et développement. Vous savez que la Tunisie, en termes de nombre de chercheurs par habitant, c'est le pays le mieux doté en Afrique. Donc il y a un potentiel exceptionnel, un nombre de chercheurs qui est équivalent à la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui est fantastique. Par contre, ça ne se passe pas bien en termes de transfert de technologie. Donc autant nous avons des chercheurs et une capacité de recherche, mais autant cette recherche ne va pas dans l'univers industriel. Donc voilà comment on schématise le bottleneck. Donc le bottleneck, c'est par exemple le transfert de connaissances, le transfert de propriété intellectuelle et ce qu'on appelle le transfert de technologie. Donc il faut forcément bien protéger la propriété intellectuelle pour pouvoir la transférer. Sausen, il faut courir et sauter dans le plateau. Voilà, c'est bon, on est là, c'est là. Il y a une place pour toi. Merci. Et pour finir, donc la sphère de l'entrepreneuriat, c'est la dernière. Donc là, je vous laisse imaginer, donc, en termes d'entrepreneuriat, ce que l'offre tunisienne, en tout cas aujourd'hui avec Startup Act, elle a permis de libérer énormément de potentiel et puis d'institutionnaliser un processus dans lequel on essaie de donner des avantages. Et l'avantage, c'est l'accès au marché. Un des avantages les plus importants qui n'est pas bien exploité aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a une start-up, en principe, on a accès à un certain nombre de privilèges. Mais en pratique, ça ne se passe pas très bien. Donc lorsqu'on passe donc en termes de la législation, c'est bien fait, mais en termes de pratique, ça ne se passe pas très bien. D'accord? Donc c'est ce décalage-là qui empêche la prise de risque et surtout la transformation du risque positif. Voilà, Habik. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais reprendre ma place là-bas. Je laisse le micro ici. Vous allez très vite vous présenter, chacun en 2 minutes, s'il vous plaît. Je commence par toi, Sausen. Comme ça, tu es le donnes, tu es la dernière arrivée. J'ai un avantage, j'ai le panel qui comporte le plus de femmes. Donc c'est juste une présentation parce que je vais donner, en termes de méthode de travail, je voudrais que M. Thiemteré présente le cas
du Burkina. On fait un benchmark avec le Burkina Faso et après on revient sur la Tunisie. Merci beaucoup, Simonder. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, je suis Sousan Bellah, je suis consultante, formatrice, coach. Je suis la fondatrice de la plateforme e-learning Eutaqueen. Donc, Eutaqueen, c'est une plateforme qui dispense des plateformes LMS. Donc, ce que nous faisons, c'est nous créons des plateformes LMS, système de gestion de la formation. C'est ça, Learning Management System. Et nous avons également la plateforme academy.eutaqueen.com qui dispense des formations en ligne avec des formateurs qualifiés. Eutaqueen est une start-up labellisée, d'où ma présence avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, je m'excuse pour le retard et je passe la parole au suivant. Fadal. Merci beaucoup. Tarek Triki, je suis directeur général de CDC Gestion. CDC Gestion est une société investie par la CDC. C'est une entité d'implémentation pour les programmes de private equity en général. On a adressé l'innovation, notamment les séries A, maintenant on va y revenir, sur les questions de positionnement. Auparavant, j'avais été responsable au pôle métier de la Caisse dépôt et consignation et j'avais eu l'occasion de travailler sur la structuration du fonds de fonds qui est dédié à l'innovation et sur le Startup Act, justement, sur lequel le projet de loi à l'époque et la loi d'aujourd'hui, elle permet de répondre à certains questionnements qui ont été évoqués auparavant. Excellent. Merci. Merci. Donc, je suis Oudé Rosi. À la base, je suis enseignante, mais ça fait 6 ans maintenant que j'ai créé un programme d'incubation pour la jeunesse. Donc, c'est un programme qui prend des étudiants de l'ensemble des disciplines. Nous travaillons avec Columbia University et puis plus récemment avec MIT et Harvard. Et nous essayons de dupliquer les méthodes qui fonctionnent pour former des enseignants, parce que quand on forme des étudiants, si jamais on les emmène ensuite dans l'université pour que les projets soient tués par l'université, c'est problématique. Donc on forme également le système qu'on essaye de transformer. Aujourd'hui, on a à peu près 40 startups créées, on a formé plus de 200 enseignants et on continue ce travail-là avec une extension au Maroc et sur la Jordanie. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci, Amour Bouzaweda, ingénieur général, directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, créée depuis 1972 comme étant agence de promotion de l'investissement. On est chargé de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de l'industrie et par conséquent l'investissement et l'entrepreneuriat. Chargé chaque année de faire au moins une enquête sur le climat d'affaires en Tunisie, représenté dans les 24 gouvernorats, à travers 24 directions régionales et à travers 28 pépinières d'entreprises où on héberge à peu près entre 140 et 150 start-up chaque année, en fait pour essayer de renforcer et d'incarner cet état d'esprit entrepreneurial chez les jeunes et chez les porteurs, surtout les porteurs des diplômes et les diplômés de l'université. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre Salifou Tiamtoré. Bien, merci. Alors, je m'appelle Salifou Tiamtoré. Je suis le ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Je m'occupe aussi de la formation professionnelle et aussi de l'encadrement des acteurs de l'économie informelle. Je suis donc du Burkina Faso. Très bien. Alors, Monsieur Tiamtoré, est-ce qu'on peut vous demander quelle est la situation de la start-up chez vous, dans votre pays, que j'ai eu la chance de connaître il y a 5 ans, avec le premier concours de start-up. Comment vous vous positionnez déjà dans l'échiquier de l'innovation et l'univers des start-up d'une manière générale? Bien, merci. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier et féliciter donc l'ensemble des acteurs de cette édition. Et je voudrais dire, c'est la première fois que moi-même je viens ici, mais le Burkina Faso a toujours été représenté depuis la première édition. Et avec ce que j'ai vu, je suis conforté dans l'idée que si le FITA n'existait pas, il fallait donc effectivement
l'a créé. Alors, je voudrais, au nom donc de l'ensemble de ma délégation et au nom donc de notre ambassadeur ici présent, et réitérer donc toutes nos félicitations à l'ensemble des organisateurs et puis remercier aussi les organisateurs pour la bonne tenue donc de cette rencontre-là. Ceci dit, je voudrais situer, le Burkina Faso est un pays qui a une population de plus de 20 millions d'habitants, dont environ 78% sont des jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc, une population très jeune. Et il y a le fait que chaque année, près de 150 000 à 200 000 jeunes viennent sur le marché de l'emploi. Et avec donc les mécanismes existants au niveau donc de la fonction publique et au niveau donc des secteurs, du secteur privé, et le mécanisme qui permet donc d'embaucher les jeunes ne dépasse pas 50 000 jeunes. Donc nous avons chaque année près de 100 000 à 150 000 jeunes qui restent sans emploi si on devait donc tenir compte des systèmes donc traditionnels donc de recrutement. Et avec la sédimentation chaque année qui se pose, alors donc le nombre donc de chômage, des chômeurs ne fait que croître. Alors pour ce faire, le gouvernement, en dehors donc de toutes les autres initiatives qui ont été prises, telles que la promotion de l'entrepreneuriat et toutes les autres activités, a pensé qu'il était important de pouvoir adopter des programmes qui vont viser la mise en œuvre des start-up. Alors, au niveau du Burkina, à partir de 2017, il y a eu un programme start-up qui a été adopté et qui s'appelle Burkina Start-up. Et ce programme, je vais donc vous le dire, il a été adopté en mars 2017 et il a été doté donc d'une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, soit 18,21 millions de dollars. Et pour le Burkina Startup consiste à identifier des opportunités d'investissement, c'est-à-dire des startups présentant de belles perspectives de croissance et à les accompagner. L'objectif global donc de ce programme est de favoriser la naissance et l'émergence donc des petites et moyennes entreprises structurantes, innovantes et viables à des conditions très souples au profit des jeunes ne disposant pas toujours de garanties. Parce que les jeunes, vous savez, pour prendre des prêts, il faut forcément donc avoir des garanties. Mais ces jeunes-là n'ont pas de garantie, donc ces startups donc visent à les accompagner. Et l'objectif spécifique de ce programme, c'est d'améliorer les conditions d'accès au financement donc des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Et aussi de contribuer, l'objectif donc de ce programme donc vise à contribuer à la création d'au moins 100 petites et moyennes entreprises par an. Donc pour un programme qui est censé durer 5 ans, donc autour de 500 petites et moyennes entreprises que le projet se vise donc de créer, et aussi de créer autour de 10 000 emplois directs. Il faut dire que les conditionnalités donc d'éligibilité à ce niveau-là, il faut d'abord que ce soit donc effectivement que tu aies un projet innovant, que ce projet innovant soit domicilié donc au Burkina Faso, et que cette start-up puisse présenter donc un projet d'entreprise immédiatement réalisable ou en phase de croissance. Et donc cette start-up doit proposer donc une solution technologique commercialisable et représenter donc un potentiel de marché significatif au Burkina Faso. Et l'équipe du projet doit avoir au minimum 2 personnes. Alors, il y a donc le deuxième programme, toujours au niveau du Burkina Faso, c'est le programme donc AgriNova. AgriNova est une initiative qui a été lancée donc en 2019 et qui vise à financer donc les projets innovants dans le domaine donc de la transformation des produits agro-silvopastoraux du Burkina Faso. Il faut dire que le Burkina Faso est un pays agricole et au profit donc de ces jeunes. Et ce programme-là a un coût de 36,43 millions de dollars et est composé donc à 3 composantes. La première composante vise donc le renforcement des capacités d'entreprises ou de coopératives donc existantes
et qui évolue donc dans le secteur agro-silvo-pastoral. Et à travers donc cette première composante-là est dotée donc d'un fonds d'appui donc de 7,29 millions de dollars. Et la composante 2, c'est l'accompagnement donc à la création de nouvelles entreprises, modèle initié donc par des groupes de jeunes et de femmes dans les filières porteuses de secteur de production agro-silvo-pastorale. Ici, ce coût est estimé donc à 21,85 millions de dollars. Et puis, bien sûr, la troisième composante qui va donc appuyer la création et l'animation donc des incubateurs d'entreprises agricoles et d'élevage. Et ce coût est de 7,29 millions de dollars. Il faut dire que les filières concernées de manière globale, c'est la culture, donc la pomme de terre, le manioc, la pisciculture, l'apiculture, et le beurre de qualité, les huiles essentielles et le moringa. Alors, de manière globale, les conditions d'éligibilité au niveau donc de ces deux startups, de ces deux programmes, c'est que les promoteurs doivent être des personnes morales ou des coopératives professionnelles évoluant donc dans le secteur de production agro-silvo-pastorale. Il faut aussi manifester donc effectivement l'engagement et la motivation à mener convenablement l'activité ou à mettre en œuvre donc un modèle type de projet Agrinova et forcément à supporter 10% comme apport personnel. Il faut aussi avoir donc la possibilité d'obtenir donc des agréments d'exercer l'activité et aussi prouver à travers donc son profil ou bien que le profil donc des éléments composant donc la start-up qu'ils aient donc des compétences techniques qui peuvent effectivement réaliser donc cette entreprise. Il faut démontrer la rentabilité économique et financière à travers donc un plan d'affaires et la possibilité de créer des emplois décents et durables. Alors, pour le modèle de financement, bon, il y a le capital risque, le prêt participatif, le compte courant. Mais aussi, il faut dire que parallèlement à ces deux programmes, de manière globale au niveau donc, du ministère, il y a des fonds nationaux de financement qui existent. Il y a 3 fonds, dont le premier fonds porte donc, c'est un fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Et ce fonds est réservé donc aux jeunes de 18 à 35 ans. Il y a aussi un autre fonds, le fonds d'appui aux activités du secteur informel nommé donc FASI, qui est orienté donc vers l'appui donc des acteurs du secteur informel. Et il y a un troisième fonds, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Mais vous savez très bien que pour au niveau donc de ces start-up et au niveau donc de manière globale la promotion de l'entrepreneuriat, il faut forcément renforcer l'employabilité de ceux qui doivent donc agir dans ce sens-là. C'est pourquoi, parallèlement à la mise en place donc de ces fonds, il y a donc des structures de formation professionnelle. Et il y a une agence nationale de la formation professionnelle qui regroupe l'ensemble des centres de formation professionnelle dans différents métiers qui existent au Burkina Faso. Et il y a un fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage parce que la formation professionnelle coûte cher. Et pour renforcer obligatoirement donc l'employabilité des jeunes, il faut un accompagnement. Et ce fonds-là est chargé donc d'accompagner tous les jeunes qui obtiennent un accompagnement au niveau des start-up, qui ont des start-up, et peuvent accompagner ces jeunes-là pour leur formation et prend en charge 87,5% de leur formation et c'est les 12% que le promoteur peut donc faire. Il y a aussi un autre programme qui appuie à côté, qui est le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et là, c'est dirigé donc par le patronat. Ce sont donc les acteurs du secteur privé qui sont donc qui président à la destinée donc de ce programme-là. Et dans ce programme-là, il y a la formation duale. Ça veut dire que ceux qui sont donc engagés de cela, vous avez donc une formation qui comporte 80% de pratique et 20% donc de théorie. Alors, je voudrais dire que, au-delà de ça, actuellement, si nous faisons donc l'état des lieux des incubateurs et des startups, il y a plusieurs initiatives privées de repérage donc de projets innovants. Nous avons donc la fabrique. La fabrique est un incubateur de projets d'entreprise à fort impact social et environnemental. Il y a la Sira Lab
La Sierra Lab est née de la volonté de plusieurs jeunes entrepreneurs africains de créer un cadre idéal nécessaire au développement rapide des petites et moyennes entreprises privées dans le domaine donc, de la technologie, de l'information et de la communication en Afrique. Il y a ce qu'on appelle aussi le KEOLID. Le KEOLID est une organisation à but non lucratif qui est un centre de formation, un incubateur, un laboratoire et un ensemble donc, de communautés couvrant l'ensemble de l'industrie digitale. Il y a aussi le Zoco Labs, qui est une organisation indépendante à but non lucratif. Et le Zoco Lab est un écosystème de l'innovation ouverte et un cluster virtuel pour la transformation sociale basé sur une communauté organique d'entrepreneurs et un réseau de centres d'innovation. Il y a le Bureau Lab. Le Bureau Lab, je voudrais dire que tous ces noms que je donne, souvent sont empruntés donc, au niveau, soit c'est anglais coupé, ou souvent c'est dans la langue du terroir. Par exemple, le Bureau Lab, c'est en fait en Moré, de la langue nationale, une des langues nationales, qui veut dire que demain, le laboratoire de demain, l'initiative donc de demain, qui est un centre d'incubation et espace donc de coworking pour porteurs de projets numériques et innovants. Il y a le Koura. Le Koura est une organisation aussi à but non lucratif qui a à cœur donc d'identifier, rassembler et responsabiliser les entrepreneurs innovants au Burkina Faso. Il y a le Ouaga Lab. Ouaga, vous savez que c'est la capitale. Alors, Ouaga Lab est un projet de laboratoire de fabrication numérique qui a pour but de créer la création d'un plateau d'expression qui se veut de rassembler les passionnés de la création numérique afin de stimuler l'esprit de créativité et de partage de connaissances. Il y a enfin donc l'incube @UO. UO, c'est l'université. C'est un incubateur qui est hébergé au sein de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Son objectif est d'accompagner l'entrepreneuriat étudiant et les projets interdisciplinaires. Donc voilà autant d'initiatives qui sont développées au niveau du Burkina Faso pour accompagner donc les jeunes à promouvoir donc l'emploi. Et je voudrais donc m'arrêter ici, et sinon qu'il y a d'autres détails qui pourront être donnés plus tard. Sinon que l'objectif général donc de tout ce qui est engagé, c'est de pouvoir financer autour de 3500 projets et avec la création d'au moins 2900 emplois directs et 71 000 indirects, et avec la création d'au moins 840 entreprises qui pourront être financées. Voilà, et je voudrais donc, comme je le disais tantôt, m'arrêter ici. Et s'il y avait donc des questions d'éclaircissement, je pourrais y revenir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et effectivement, on a un panorama que vous avez dressé avec précision sur toutes les initiatives que vous êtes en train de mettre en place. Mais ça me rappelle quelque chose. Ce qu'on fait au Burkina, en fait, on le retrouve dans pratiquement tous les pays du monde, y compris en Tunisie. On a des initiatives portées par le public, par le privé. Il y a une effervescence sur cette notion de start-up. C'est un nouveau phénomène, la start-up. Quand on dit un phénomène nouveau, en termes de politique, donc un phénomène politique nouveau, c'est une espèce nouvelle d'organisation de l'effort à but lucratif. Mais derrière cela, l'État cherche aussi les services publics. Quels sont les services publics qu'on doit délivrer à une start-up? Nous avons Siarmol Bozoueda qui est avec nous, qui est à la tête d'une agence. D'abord, comment vous évaluez l'expérience tunisienne et quels sont les services publics qu'on doit fournir aux start-up? Et là où doit s'arrêter le service public? Merci de m'avoir offert cette occasion pour rappeler un tout petit peu ce qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Tout le monde sait très bien que l'entrepreneuriat généralement est freiné par l'environnement culturel, l'environnement politique, l'environnement administratif et l'environnement social et tous les paramètres qui peuvent agir sur cet état d'esprit entrepreneurial. Et en Tunisie, on a lancé, on a vu depuis un bon temps que l'esprit entrepreneurial en Tunisie est très très faible par rapport aux normes internationaux.
Et cet esprit-là est incarné ou est renforcé dans les zones côtières plus que dans les zones à l'intérieur du pays. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, depuis fin des années 90, de penser à trouver un mécanisme pour renforcer cet état d'esprit. Et cet esprit entrepreneurial est incarné chez surtout les étudiants ou les porteurs de diplômes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi on a lancé le réseau national des pépinières d'entreprise, qui est un partenariat entre l'université et l'API, ou le ministère de l'Industrie, répartis sur 28 pépinières dans les 24 gouvernorats. Et ça explique où l'esprit d'entrepreneuriat est très bien renforcé. On a 3 pépinières à Sfax et 2 à Sousse. Donc, c'est les 2 gouvernorats où l'esprit d'entrepreneuriat est beaucoup plus développé. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les données ont changé et nos jeunes, je pense qu'il y a un écart de réflexion, un écart de compréhension, un écart entre les préoccupations des jeunes, entre cette nouvelle génération, la génération de l'IT et de l'iPhone et des nouvelles technologies de l'information, et l'administration. Et on est sur la voie de trouver des solutions et d'essayer de combler ce fossé ou cet écart par un rapprochement, et on essaie de les comprendre et d'être au diapason de ce qui se passe ailleurs, d'être en mesure de répondre à leurs attentes et leurs besoins. Et par conséquent, on a compris que nous devons leur trouver un environnement ou leur préparer un environnement propice, un environnement adéquat pour que cet état d'esprit entrepreneurial trouve un climat d'affaires favorable et un climat d'affaires qui peut répondre à ses attentes. Au niveau de notre réseau national des pépinières, c'est vrai que c'est un réseau un peu âgé, oui, mais il évolue en matière de choix et de sélection des startups, mais au niveau des prestations, il n'a pas évolué assez comme ce qui a été fait au niveau des pépinières ou des incubateurs privés. Aujourd'hui, cette initiative qui a été lancée par l'État depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a plusieurs initiatives et nous avons les exemples et les témoignages qui vont peut-être témoigner tout à l'heure. Et vous savez très très bien qu'en Tunisie, nous avons plusieurs initiatives privées qui ont été libérées et qui ont été initiées justement sur cette voie. Nous, au niveau de l'API, moi je vois que, et d'après, on a lancé l'année dernière une étude sur le positionnement du réseau national des pépinières en Tunisie, et je vois que le futur, c'est ce réseau national de pépinières doit se convertir en un partenariat public-privé. Parce que vous savez très très bien aussi qu'aujourd'hui un partenariat public-public entre le monde universitaire et l'agence de promotion de l'industrie, nous avons quand même des difficultés de gérer ce réseau national de pépinières, des difficultés au niveau de la décision, de la gestion et plusieurs autres, disons, cuisines internes que je ne peux pas divulguer au public, mais un partenariat public-privé peut servir cet écosystème et peut renforcer, surtout que on a vu l'expérience de la Burkina Faso. Nous, au niveau de notre réseau national des pépinières, chaque année, on héberge 140 start-up. 140, c'est pas peu, c'est quand même important. On a fait jusque-là l'accompagnement d'à peu près 7000 jeunes. 7000 jeunes quand même, le taux d'hébergement chaque année, la moyenne, aujourd'hui on est à 1000 à peu près hébergés, c'est trop peu par rapport à 7000. Donc je pense que ce taux doit être amélioré, surtout que l'état d'esprit est là et on a, disons, la méthode de réflexion a changé chez les jeunes et auparavant on pensait que dès qu'on obtient notre diplôme, il faut trouver un poste d'emploi dans une banque
à l'Astec, au groupe chimique, à une société importante, dans une banque, mais aujourd'hui les données ont changé et tout le monde veut lancer son propre projet. Tout le monde veut se lancer chacun des étudiants veut se lancer dans le monde des affaires et veut créer son projet. Et les initiatives sont là, les idées sont là. Au niveau du réseau national des pépinières, on a amélioré nos prestations à travers les 5 étapes d'intervention dans la chaîne de valeur entrepreneuriale, en partant de l'inspiration et puis l'idée et la formalisation de l'idée en un business plan et la recherche de financement et par la suite la création, les statuts, etc. et jusqu'à lancer l'entreprise à ce qu'on appelle take-up. Et je dirais que pour rester sur cette voie entrepreneuriale, pour essayer de rattraper les pays avancés dans ce domaine et pour aussi participer à booster l'entrepreneuriat en Afrique, nous devons préparer cet écosystème et rendre de la Tunisie, comme le titre de cette conférence l'explique, rendre de la Tunisie un hub pour accueillir et offrir un espace et un écosystème favorable en matière d'accompagnement technique, en matière d'assistance technique. Aujourd'hui, nous avons un plan de mise à niveau de notre réseau national des pépinières. On va même si on n'a pas trouvé un partenariat public-privé, on est sur la voie de les remettre à niveau à travers un regroupement de pépinières spécialisées dans des domaines avec la préparation de tout ce qui est outils nécessaires, tout ce qui est logistique nécessaire au sein de la pépinière pour la rendre incubateur pépinière à la fois. Et je pense qu'on peut être complémentaire à tous les niveaux avec le secteur privé là-dessus. Nous avons le potentiel. Vous avez, disons, la réactivité, peut-être beaucoup plus que nous, mais on peut ensemble, nous tendons la main au secteur privé, on peut ensemble aller à l'avant et rallier ou confirmer l'idée que, sauf les grands, survivront. La citation américaine là, je ne sais pas en anglais, mais sauf les grands resteront. Donc on veut essayer d'être grand pour rester et survivre dans cet écosystème entrepreneurial. Très bien, merci beaucoup Sermon. Je retiens quand même que la notion de service public empiète aussi un peu quelque part sur le monde productif. Hein, donc, je voudrais vérifier que ce n'est pas le PPP, la notion de PPP, mais je reviendrai vers vous tout à l'heure. C'est un peu comme la patate chaude, hein, donc on la transfère quand on ne sait pas comment résoudre le problème. Est-ce que c'est rentable de gérer aujourd'hui un incubateur Houdet? Vous allez nous dire, parce que là on veut savoir, est-ce qu'on doit, c'est une industrie, si c'est rentable, ça doit aller dans le privé. Si ce n'est pas rentable, ça reste dans le public éventuellement. Je ne sais pas. Quel est votre point de vue? Donc aujourd'hui, bien sûr, les structures d'accompagnement n'ont pas véritablement pour rôle d'être rentables. L'incubateur, l'accélérateur aujourd'hui prend de l'equity, mais en général, les incubateurs ne prennent pas du tout d'equity. Leur rôle, c'est d'être une structure de support qui aide justement l'impulsion de certaines structures. Donc je pense que la philosophie même d'une structure de support, c'est justement d'accompagner des structures qui ne sont pas rentables pour faire en sorte qu'elles arrivent éventuellement à être impulsées. Donc voilà, juste peut-être un point pour revenir à la question sur de quoi ont besoin les startups, et je vais vous donner quand même 4-5 points liés à notre réalité vécue tous les jours. Aujourd'hui, les startups ont cette fraîcheur. Qu'est-ce qu'elles demandent véritablement aux structures publiques? En tout cas, c'est ce qu'on voit nous tous les jours dans nos dialogues avec elles. Elles demandent une réglementation qui soit la plus flexible possible pour pouvoir recruter avec flexibilité, pour pouvoir faire des paiements avec flexibilité, pour pouvoir avoir accès aux produits internationaux avec une loi de change qui leur permette de faire des paiements à l'international, surtout lorsqu'elles arrivent elles-mêmes à générer des revenus à l'international. Elles demandent une flexibilité dans le recrutement, par exemple, avec des accès à des freelancers, etc. Elles demandent simplement qu'on leur donne un cadre flexible, et puis pour le reste, elles y arrivent toutes seules. Voilà. Merci. Excellent.
Donc en gros, vous dites déjà que l'écosystème n'est pas très favorable à la start-up tunisienne. Il le sera encore moins pour une start-up africaine qui voudrait opérer depuis la Tunisie, c'est ça? Je dis qu'il y a une grande amélioration, mais vraiment, et que le Startup Act, de toute façon, il y aura certainement des bilans qui seront faits, mais la réglementation a été largement améliorée. Le Startup Act 2.0, certainement, va faire des améliorations supplémentaires. Est-ce que c'est un cadre qui est favorable pour les startups internationales? Oui, il y a des moyens de faire en sorte que ce soit le cas. Bien sûr, sur la partie réglementation, paiement notamment, c'est là, je pense, que le bas blesse. Mais pour le reste, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué de faire en sorte que ce soit une terre d'accueil pour les startups venues du monde entier. Très bien. Alors voilà, justement, on arrive maintenant à la question cruciale de la sphère du capital. Sitar, aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit, donc la start-up est un phénomène mondial. Oui. En Tunisie, au Burkina, c'est une affaire d'État, d'après ce que je comprends, puisque l'État met la main dedans, c'est que ça l'intéresse. Absolument. Il pense créer des emplois, mais quand on regarde en proportion ce qui est investi par an dans les start-up, on se pose beaucoup de questions. En Tunisie, on n'arrive même pas à 10 millions de dollars pour tout ce bruit, toute cette effervescence. Qu'est-ce que c'est que... quelle est la raison de ce décalage déjà et comment on peut passer à la vitesse supérieure? Merci beaucoup. Vous avez raison, il y a des problèmes pour adresser les startups. C'est des problèmes dont une grande partie avait été décelée lors de l'élaboration du Startup Act. Et dans la logique du fonds de fonds, la question de continuum de financement avait été évoquée. Permettez-moi de rappeler simplement que la notion de fonds d'amorçage, et je parle là sous le contrôle de Sir Omar, avait été introduite depuis 2005, il y a déjà 15 ans. On avait pu drainer à cette époque-là un grand nombre d'entreprises pour créer leur start-up. À ce moment-là, on parlait de fonds d'amorçage. Les premiers fonds d'amorçage avaient été créés, mais effectivement, il n'y a pas eu de possibilité de fonds relais pour pouvoir relayer le premier effort et encore moins de possibilités pour faire sortir les premiers investisseurs. Donc je reviens à votre constat, il est bien vrai, ceux qui réussissent, ils vivotent, ceux qui meurent, on n'arrive pas à les enterrer. Parce que effectivement, nous avions adressé la problématique de la start-up comme si nous avions une entreprise industrielle. À l'époque, il fallait un PV de carence, il fallait tout un tas de paperasses qui ne pouvaient pas, parce qu'en fin de compte, ce que nous récupérons de la faillite de la start-up, c'est un bon entrepreneur. Et le principe, c'est que l'entrepreneur continue à créer des start-up, même si la première, elle ne réussit pas, la seconde ou la troisième, elle peut réussir. Ce que nous avions vu en Tunisie, c'est que nous avions pu récupérer de bons promoteurs, mais qui n'arrivent plus à lancer une seconde ou une troisième start-up. Donc la machine se grippe très rapidement, alors que ce n'est pas l'objectif. Il y a une bonne partie des problématiques qui ont été décelées, qui ont été corrigées, à mon avis. Il y a la question de la loi de change qui commence à être corrigée. Je pense qu'il va falloir ruiler davantage le système parce qu'il ne marche pas correctement. Mais en tout cas, sur le fond, ça a été corrigé. Il y a la question de la bonne faillite, ça a été dit comme ça, pour permettre d'éteindre rapidement les startups qui n'arrivent pas à décoller, pour permettre justement à l'entrepreneur de créer sa nouvelle start-up jusqu'au point où il va réussir. Mais effectivement, si on va à la question du financement, de la pertinence du financement, de notre capacité à amener des promoteurs extérieurs pour investir en Tunisie, à mon avis, il y a 2 points qui sont essentiels. Le premier point, c'est que finalement, les gens s'identifient aux réussites. Premier point. Et donc, il va falloir faire un effort particulier pour les gens qui se rapprochent de la réussite. Ça, c'est une problématique à laquelle nous n'avions pas conscience en 2006, parce qu'en 2006, notre problématique était de créer des structures d'accompagnement pour que les startups puissent passer la vallée de la mort. Les 2-3 premières années, là où il y a 60% de startups qui meurent. Aujourd'hui, nous avons des startups qui commencent à adresser le marché, qui commencent à croître. Leur problématique, c'est de lever à l'international. Il va falloir mettre tous les efforts pour que ces gens réussissent, parce que les gens s'identifient à ces cas de réussite. Il y a des gens qui sont très près. Il va falloir les aider. Premier point. Deuxième point, à mon avis, ça concerne, c'est un point qui est relativement large, c'est le parti pris. On ne peut pas être bon partout. Il
va falloir choisir les créneaux sur lesquels on est bon et sur lesquels il va falloir insister. Bien entendu, quand on est dans une logique de funnel, on ne peut pas se le permettre initialement, mais il va falloir réagir très rapidement pour savoir quels sont les créneaux sur lesquels la Tunisie veut monter en cran, veut être la plus performante. Il y a certains créneaux que l'on peut deviner depuis l'historique de la Tunisie, depuis ce qu'elle a fait, mais il va falloir l'afficher davantage pour que la start-up, quelle que soit son origine, qui soit implantée en Tunisie, sache pourquoi est-ce qu'elle le fait et ait suffisamment de communication pour qu'elle puisse continuer justement son continuum de financement au-delà des premières rounds. Excellent. Donc, je reformule. Donc, effectivement, il ne s'agit pas d'être bon en tout. La réussite, c'est de choisir ses objectifs et d'atteindre ses objectifs, n'est-ce pas? Absolument. Ça vous évoque quelque chose pour un start-upper? C'est quoi la réussite pour un start-upper? Et comment faire de la Tunisie une terre de réussite? Oui, merci. Alors, réellement, je viens d'entendre M. Tarek qui a vraiment bien parlé de la problématique des enjeux maintenant que l'on connaît très bien pour les entrepreneurs aujourd'hui. Madame Houda aussi, elle a bien parlé des problèmes qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes en train de rencontrer. Et j'ai par ailleurs regardé une excellente vidéo sur YouTube par M. Monzer Khamfir, qui parle de l'écosystème des startups. Alors, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas appris l'entrepreneuriat à l'université. Pourtant, j'ai été pendant 16 ans enseignante à l'université de la Manouba, avant de démissionner pour devenir entrepreneur à temps plein. Donc oui, un parcours atypique. Et pour pouvoir tout ça, j'ai eu besoin de beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain, quelque chose d'assez naturel pour moi parce que je suis réellement passionnée par la formation, par mon domaine. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on apprend à propos de l'écosystème des startups, on sait très bien que ça repose sur ces 3 piliers, comme vous le dites, la connaissance, le capital, comme vous venez de parler, également l'entrain et l'enthousiasme de l'entrepreneur lui-même. Mais maintenant, le problème, le vrai, c'est la volonté politique. La volonté politique. Est-ce qu'il y a une réelle volonté pour soutenir les start-upers, pour soutenir les entrepreneurs? Car c'est bien beau d'avoir des personnes qui sont là pour vous soutenir, d'avoir les incubateurs, d'avoir ces accélérateurs, d'avoir aussi accès à la connaissance, parce que nous avons d'excellents laboratoires de recherche, comme je nomme le laboratoire l'ISEF, qui sont en train de faire un travail excellent. Donc, ça nous permet d'accéder, oui, un tant soit peu, à des connaissances qui sont très utiles pour le start-upper. Maintenant, le problème, est-ce qu'il y a une volonté politique? C'est-à-dire que, en tant qu'entrepreneur, nous allons participer à des offres, nous voulons bien participer à des marchés, mais il y a ce qu'on appelle cette économie d'outsourcing, hein, qui va faire que voilà, notre produit, il est excellent. C'est une technologie qui a été montée de zéro, from scratch, comme on dit en anglais. C'est une technologie 100% tunisienne. Mais maintenant, arriver sur le terrain, parce que c'est ça qui nous fait vivre, hein, c'est vendre et c'est pouvoir fournir nos services, notamment aux institutions publiques. Hein, c'est une référence pour nous, pour se dire qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes en train de réussir, même si on travaille avec des entreprises privées, même si on est en train d'avoir des retours très positifs, que ce soit donc par rapport à la start-up, par rapport à Eutaquin, ce qu'elle est en train de faire, ou par rapport à la formation également. Ces retours, ils sont importants, mais c'est vrai que ça vous porte à une dimension différente lorsque vous travaillez avec des établissements de l'État tunisien. Et l'État tunisien aujourd'hui, il est en train de faire de l'outsourcing, de préférer l'outsourcing. Donc, voilà, moi je vous pose comme ça ce petit défi et réellement je serais curieuse d'avoir des réponses, des participations de tous. En tout cas, merci beaucoup. Et effectivement, la manière de soutenir les startups. Et je crois que c'est ça oui. Le vrai sujet. Si on veut faire d'un pays ou d'une région ou même d'une entreprise, à la limite, hein, un écosystème, et c'est la tendance aujourd'hui, eh bien, il faut soutenir. Mais le soutien
prend plusieurs formes aujourd'hui. Et ce soutien, il doit être rémunéré. S'il n'est pas rémunéré, et c'est une question que je pose, hein, s'il n'est pas rémunéré, qui prend en charge? Parce que Oudel a dit, les incubateurs aujourd'hui vivent de financement externe, donc généralement on trouve des bailleurs de fonds, mais il y a quand même une chaîne de valeur qui doit produire des startups. Si la startup est un produit, et je pense que la startup est un peu un produit quelque part elle-même, hein, donc elle est générée par une chaîne de valeur, qui doit être le premier à mettre de l'argent et comment on peut capitaliser sur cet effort-là pour qu'à la fin tout le monde puisse en bénéficier, parce qu'aujourd'hui la question du risque n'est pas partagée correctement. Donc qui prend le plus de risques? Je l'ai dit tout à l'heure à monsieur le ministre, souvent, on se trompe entre la notion d'emploi et la notion d'occupation. Lorsqu'on travaille pour sa start-up et qu'on n'est pas payé, c'est une occupation. Tant qu'on ne génère pas du cash et qu'on n'est pas rémunéré, on n'arrive pas à se payer un salaire, nous sommes dans l'occupation, nous ne sommes pas dans l'emploi, n'est-ce pas? Donc, monsieur le ministre, comment vous voyez justement le rôle de l'État? Vous qui êtes à la tête donc d'un département qui est concerné par l'entrepreneuriat, par les jeunes, c'est 70% dont vous parliez tout à l'heure, et la formation professionnelle. Bien, merci. Alors, ce que moi je vois donc comme rôle que l'État doit pouvoir jouer, c'est comme je l'ai souligné tantôt, c'est l'accompagnement. Et cet accompagnement doit se faire comment? Il faut d'abord se dire qu'est-ce qui fait une start-up? Quels sont les éléments qui se composent? Comment faire en sorte que, effectivement, cette entreprise naissante-là puisse se lancer? Et vous regardez dedans les éléments. Dans un premier temps, ce que nous faisons, c'est l'identification. Il y a un comité d'experts qui sélectionne ceux qui ont effectivement ces projets innovants-là. Et dans un deuxième temps, il y a cette incubation qui doit se faire. Mais ce que l'État peut faire, c'est au moins le renforcement des capacités de l'individu. Alors, dans un premier temps, je peux effectivement avoir la volonté de pouvoir me lancer. Je peux avoir effectivement des prérequis. Mais il faut obligatoirement que l'État soit sûr, parce que l'État ne perd jamais. Lorsqu'on accompagne donc des startups, lorsqu'on accompagne donc la création d'entreprises, et j'ai eu dit tout de suite là qu'il n'y a pas de gain. Mais il y a un gain si c'est pour l'État. Parce que lorsque vous arrivez donc à faire en sorte que dans votre pays, au niveau d'autres nations, il y a une centaine de start-up qui réussissent, mais c'est tout le pays qui gagne. Non seulement vous gagnez en production pour accompagner l'État, mais aussi vous gagnez dans le fait que vous allez avoir de l'emploi pour beaucoup de gens. Parce qu'il faut qu'on se dise une chose, surtout dans les pays africains. Il faut que nous nous réveillons tout de suite et maintenant. Nous avons une population jeune. Et nous avons une population donc, qui chaque jour sort, qui a un savoir, mais qui n'ont pas de savoir-faire. Et notre éducation est beaucoup plus axée sur, effectivement, la formation générale, surtout pour ceux qui sont donc francophones. Et si nous nous prenons garde, nous avons donc une masse critique de jeunes qui s'accumulent et qui n'ont pas d'emploi, qui risquent un jour d'être un danger pour nous. Quand vous parlez donc de l'extrémisme violent, il n'y a rien d'autre que celui qui est assis, qui ne sait pas que faire, qui ne sait pas où manger, où dormir, mais il devient un danger public. Et l'État a intérêt à regarder pour mettre de l'argent dans ce sens-là, pour accompagner ceux qui entreprennent dans ce sens-là. Alors, donc, il faut obligatoirement une volonté politique. Certes, il faut que l'individu soit assez déterminé, mais il faut une volonté politique pour accompagner. Excellent. Et pour moi, si la Tunisie veut effectivement être au centre donc, du développement des startups en Afrique, la Tunisie a, j'allais dire, une opportunité, et j'allais dire, ou bien dans le domaine donc, de la formation professionnelle. Et j'entendais donc Madame Nadia dire qu'il y a près de 12 000 jeunes ingénieurs qui sont formés chaque année. Et moi, mon pays bénéficie donc des bourses pour la formation donc, de nos jeunes apprenants au niveau des différents métiers donc, à ce niveau, au niveau de la Tunisie. Donc, ça peut être donc un élément central sur lequel, puisque vous avez la capacité de renforcer l'employabilité des jeunes,
Et vous pouvez donc, en prenant donc ce point uniquement, demander. Les gens sélectionnent donc ceux qui veulent faire donc des startups dans leur pays, mais ils peuvent les envoyer selon des points bien spécifiques au niveau donc de la Tunisie pour se faire encadrer, pour se faire renforcer donc leurs capacités. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien. Merci beaucoup. Donc effectivement, alors si là sous cet angle-là, je comprends bien. Donc je comprends mieux votre position. Donc c'est du renforcement de capacité. Vous voyez, vous, l'accompagnement comme le renforcement de capacité, préparation à s'assumer, mais dans un État-providence, si l'État fait tout, après, on ne doit pas s'étonner qu'il n'y a plus d'esprit d'entrepreneuriat. Je continue à penser d'une manière logique, si l'accompagnement des startups est un service public, il semble réellement être pris dans cette logique-là, en tout cas au Burkina et en Tunisie, on devrait être capable de dire pour chaque dinar investi, parce que c'est un dinar de contribuable, combien on génère de start-up. Voilà. Est-ce qu'on est capable d'avoir ces indicateurs-là, Oui. Donc cet effort, si on transforme en redevabilité, comment on peut l'interpréter? Généralement, oui, on doit avoir cette information parce que chez nous, en fait, chez le réseau national des pépinières hébergées à l'API, dans les 28 pépinières, et en comptant le nombre d'emplois créés, en comptant le nombre de start-up hébergées, on peut avoir cette donnée et on l'a déjà. Parce que c'est un simple calcul, c'est un exercice simple, c'est diviser les ressources mises à la disposition sur le nombre d'emplois créés au total. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on a toujours besoin de cette assistance technique gratuitement? Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que je pense que le partenariat public-privé peut réussir beaucoup mieux que public seul ou privé seul. Et la raison, c'est la facilité de gestion. Vous savez que Madame a parlé de l'administration, de la volonté politique, et je partage parfaitement, parce qu'en fait, j'ai dit, le premier facteur qui freine l'entrepreneuriat, c'est l'environnement politique, l'éducation aussi, tout ce qui est social, socio-économique, disons. En fait, aujourd'hui, les données ont changé. Et nous avons un état d'esprit et nous avons des jeunes qui ne veulent plus travailler dans des postes fixes, mais ils veulent se lancer dans leurs propres affaires, leurs propres projets. Et ils se sont du coup confrontés par des lois, des textes qui sont pas faciles, des paperasses, des papiers, et on est conscient de ça. Il y a aussi le problème de financement. Le financement des startups, il y a celles qui font recours à des love money, celles qui font des recours à des fonds d'amorçage, et puis après le fonds d'amorçage, ils ne trouvent pas des issues, et on a identifié tout ça. Je pense aujourd'hui il faut travailler sur des axes. La population tunisienne compte aujourd'hui plus de 50% des femmes. Et le taux d'entrepreneuriat chez les femmes, aujourd'hui nous n'avons que 7% des femmes sont des femmes entrepreneurs. Donc il faut travailler sur cet axe, l'axe la femme entrepreneur, et mettre en place un axe, tout un plan d'action pour favoriser l'entrepreneuriat féminin et rendre ce taux de 7% à 10 ou 15% sera un facteur de création de richesses, de création de projets. Nous avons aussi la diaspora africaine ou la diaspora tunisienne, et nous avons des exemples réussis partout dans le monde. L'entrepreneuriat de la diaspora, en leur offrant aussi un écosystème favorable, et les textes et les réglementations doivent être remis en question, doivent être actualisés pour favoriser cette tendance et favoriser la création de projets par la diaspora, parce que les Tunisiens ou les Africains à l'étranger sont répartis partout dans le monde et trouvent des facilités et créent même leurs propres projets par des simples clics d'iPhone et de téléchargement. Chez nous, en Tunisie, il ne peut créer son projet
qu'en mettant toute une boîte d'archives à l'API ou à n'importe quelle institution pour créer son propre projet et attendre des délais, attendre des réponses et voir l'API, l'RNE, etc., etc. Donc on est conscient de tout ça. Il faut travailler, cravacher dur aussi pour convaincre et il ne faut pas s'attendre à une volonté politique. Il faut avoir une volonté administrative et un travail collégial de la part des institutions publiques et privées pour pallier cette défaillance et cette défaillance en haut. Excellent. Alors cette idée de diaspora m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment une manière d'internationaliser l'écosystème. Donc si on attire la diaspora, on résout dans la quadrature du cercle, enfin la sphère capitale, la sphère bleue et la sphère verte, hein, donc, qui sont des sphères avec le bottleneck très marqué. Donc, Houdé, très brièvement, comment vous voyez justement le rôle de la diaspora, parce que vous attirez déjà de la diaspora dans votre incubateur, et est-ce que ça répond réellement à un besoin ou c'est uniquement par patriotisme? Alors, juste avant la diaspora, je suis désolée, mais il y a un point sur lequel je veux intervenir. Vous avez parlé de l'écosystème et comment on l'alimente, et est-ce que c'est le rôle de la fonction publique? Honnêtement, c'est binaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les écosystèmes aboutis, qu'est-ce qui se passe normalement dans un écosystème? Au bout d'un moment, il y a des personnes qui réussissent, ces personnes réinvestissent et font du give back, mais plus que ça, aujourd'hui, les structures d'accompagnement se font par le privé. Aujourd'hui, les entreprises, partout dans le monde, il y a des accélérateurs dans le tourisme, il y a des accélérateurs dans la health tech, donc on n'attend pas de l'État, encore une fois, que ce soit le seul investisseur c'est pas le rôle de l'État, c'est le rôle aussi du secteur privé qui aujourd'hui, partout dans le monde, est en train de se mettre en place, et le rôle des Expensia, des X et des Y qui aujourd'hui sont de grandes structures qui accompagnent et font en sorte que cet écosystème continue à grandir. Par rapport à la diaspora, encore une fois, honnêtement, moi souvent, ça me fait un peu sourire cette question de la diaspora. On attend beaucoup de la diaspora. Moi, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'on donne à la diaspora? Donne-t-on envie pour que la diaspora investisse? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu remaquiller la Tunisie, la rafraîchir un petit peu pour qu'elle donne envie à la diaspora de revenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je suis désolée de ne pas être non, au contraire, complètement... c'est un élément important dans le débat. Mais aujourd'hui, la diaspora, elle n'est pas là pour mais faire de la charité. Elle est là parce qu'elle a envie d'investir dans un pays qui lui donne envie, dans un pays où l'espoir est là. La diaspora, elle va investir dans des projets où elle pense qu'elle va pouvoir aider les gens à croître, où elle pense qu'elle va pouvoir tirer une partie d'un revenu en devise qu'elle va pouvoir de nouveau retransférer dans son pays. Donc, franchement, je pense qu'aujourd'hui, les barrières sur la diaspora sont importantes et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la solution vienne de la diaspora sans qu'il y ait au préalable un vrai travail de rafraîchissement de la Tunisie. Très bien. Donc, pour récapituler, 3 conditions qui commencent à sortir et on va finir après le tour de table. Donc, d'abord, la condition d'un écosystème performant. Donc, ça, c'est la première condition pour que ça marche, quel que soit le pays. Donc, si on veut que la Tunisie devienne attractive, il faut qu'elle soit dotée d'un écosystème qui fonctionne bien. Alors après, du PPP, du 4P, tout ce qu'on veut, donc c'est pas là la question. Il faut que l'écosystème fonctionne et en bonne intelligence. Il y a aussi la condition de spécialisation. On ne peut pas être bon en tout. Il faut qu'on choisisse un créneau donc, dans lequel on veut être champion. Hein, champion du monde, éventuellement, champion régional, champion africain. Pas forcément des licornes, parce que le rêve des licornes, vous savez, c'est un rêve américain. Nous, on n'a pas de culture de la licorne en Tunisie, en Afrique non plus. Nous sommes plutôt dans la culture des éléphants. Donc, une start-up éléphant, ça suffit. Hein. Donc, on pourrait faire. Donc, c'est gros, c'est beau, ça ne détruit pas la nature. En plus, ça nous ressemble, donc c'est bien, ça va lentement. Mais c'est bien, mais on n'a pas besoin de grandir et de voler. C'est ça ce que je veux dire. Et la condition d'internationalisation. Donc voilà peut-être le dernier pilier. Comment internationaliser cet écosystème? Tarek. Juste un petit mot, excuse-moi. Sur les éléphants. Oui, absolument. En fait, je voulais partager une expérience avec vous. Et ça revient un peu au rôle de l'État. La meilleure sortie que j'ai faite,
c'est une SS2I en fait qui a eu la chance à un moment donné qu'il y ait une banque publique qui lui dise accompagnez-moi sur la mise en place, sur la transformation informatique qu'il fallait faire pour instaurer les normes de Bâle. Donc le rôle qu'avait joué cette banque publique, c'était de donner la possibilité à une entreprise d'avoir sa première référence en Tunisie, de pouvoir vendre après la même solution au Moyen-Orient et de devenir l'une des plus grandes SS2I en Tunisie. Donc le rôle du public, bien entendu, il est très important d'avoir ce rôle, d'amener une grande partie d'entrepreneurs au funnel, mais il y a aussi un peu, je dirais, le rôle d'aimant pour ceux qui ont commencé à réussir, ceux qui ont commencé à démontrer quelque chose. Là où l'État peut être déterminant parce que c'est là où le dinar investi est le plus rentable. Le dinar investi est le plus rentable et on a le maximum d'additionnalité, effectivement, puisqu'il va falloir rejoindre la question financière, lorsqu'on se rapproche de la réussite. Malheureusement, on trouve que l'État se lasse très rapidement de l'investissement. Il le fait très bien pour amener des gens, parce qu'on a eu effectivement cette vision de l'importance de ramener plusieurs startups à l'entrée du funnel. Mais on trouve aussi qu'il y a une très très grande opportunité à investir davantage quand ces gens commencent à réussir. Par deux éléments, soit par la création de focus group sur certaines spécialités, là ça rejoint l'idée d'idée de spécialisation, par la possibilité d'accompagner ces gens sur des levées à l'international, parce que l'internationalisation de la start-up passe forcément par une levée à l'international. Les fonds locaux ne peuvent pas à elles seules accompagner l'internationalisation d'une start-up. Donc la problématique opérationnelle est toujours liée à la problématique financière. Il faut que cela aille de pair. Et là, c'est un élément d'intérêt sur lequel il va falloir insister à 100%. Absolument. Si j'ose dire. Effectivement, merci beaucoup. Et cette perspective financière cache derrière elle la perspective du risque. Aujourd'hui, notre culture du risque, en fait, est en jeu. Comment peut-on confier à l'État, ou en tout cas aux agences étatiques, qui sont par naissance même averses au risque, la possibilité d'encadrer des gens qui sont des preneurs de risques? Ça, vous êtes... Excellente question, merci beaucoup. Merci pour cette question. Alors, comment, justement, des personnes qui sont plutôt averses au risque pourraient protéger les entrepreneurs ou, un tant soit peu, en tout cas, les accompagner et les orienter. Accompagner, hein, et les orienter. Par rapport à faire face, confronter les risques. En étant entrepreneur, je pense que la première ou le premier attribut de pensée pour un entrepreneur, c'est celui de faire face aux risques et d'avoir cette aptitude de se dire oui, eh bien ça va faire partie du chemin. Je vais faire face aux risques, je vais faire face aux échecs répétitifs avant de pouvoir réussir. Et même en réussissant, on va connaître quand même certains échecs et on va continuer à connaître ça. Donc ça fait partie du chemin, je dis. Là où nous sommes en train d'apprendre, c'est lorsqu'on est dans la vallée. Ce n'est pas lorsqu'on est au sommet de la montagne que nous sommes en train d'apprendre, mais lorsqu'on est dans la vallée. Donc réellement, c'est un attribut de pensée, c'est une attitude. Et ceci, eh bien, il a besoin d'être... oui, c'est un travail d'accompagnement. Oui, on a besoin d'éduquer. Oui, on a besoin de passer les apprentissages nécessaires aux entrepreneurs. Et il y a les bonnes personnes pour le faire. Il y a les formateurs pour le faire. Il y a aussi la nécessité pour moi de se dire que finalement, pour être entrepreneur, et en l'occurrence un start-upper, on a besoin d'être investi d'un sens de la mission, d'une passion. Pourquoi on fait ce qu'on fait? On ne le fait pas uniquement pour être comme aux années 80, rappelez-vous, lorsque les entrepreneurs, ils étaient simplement investis de vouloir saisir l'opportunité. Hein?
saisir l'opportunité. Donc, on était investi de, voilà, les opportunités du marché et pourquoi pas saisir les opportunités. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus de focus sur la passion, c'est la mission. Et ça appartient à des personnes qui sont du domaine, des personnes qui s'y connaissent dans ce qu'elles font. Par exemple, je n'ai jamais eu l'idée de fonder ETAQueen, start-up de formation en ligne, si je n'avais pas été au départ une formatrice. Si je n'avais pas observé combien j'aime mon métier et combien j'aime animer des séances de formation autour desquelles j'engage les participants, et je me disais que je pouvais faire ça plutôt que 20 personnes en salle, eh bien, je pouvais avoir ou donner l'accès à des milliers de personnes à travers la formation en ligne. Donc, ça donne plus de sens à ce que je suis en train de faire et c'est pour ça que je le fais. J'aime beaucoup. Donc, la mission, la vocation, la passion. Voilà. Donc, voilà un message clair, synthétique. Ouais, c'est ce qui fait que l'on fait face aux risques et qu'on accepte les échecs en se disant que ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et voilà, enfin, on regarde toujours du côté du soleil. Exactement. Alors, il nous reste exactement 6 minutes, donc ça veut dire qu'on a chacun à peu près 2 minutes pour clôturer. S'il y a une seule chose qu'on devrait changer maintenant pour rendre la vie plus facile, plus attractive, plus passionnante pour les start-upers, quelle serait-elle d'après vous? Je vais commencer par Tarek parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'idées. Voilà. Je voulais juste rebondir sur la question de risque. Oui. Parce que, mais tu répondras à ma question aussi. Hein. Oui. Merci. Normalement, l'État, sa considération du risque est différente de la considération du risque pour un agent, je vais dire, microéconomique. Le marché. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu lances un fonds pour les startups, le fonds peut perdre de l'argent. Mais l'État gagne en termes de croissance et il gagne en termes de capacité parce que les horizons ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres externalités sur lesquelles l'État devrait faire attention, mais qui n'intéressent pas du tout le fonds. Parce que l'évitement de risque de dérapage social, des éléments comme ça, c'est des éléments de risque pour l'État, mais qui sont des éléments qui ne sont pas du tout considérés pour le micro-entrepreneur. Tout à fait. Ceci fait que les éléments les plus risqués d'un point de vue microéconomique ne peuvent être pris que par l'État. Et si on regarde les expériences comparées sur l'ensemble des fonds qui ont été dédiés aux startups, tous ces fonds-là ont été financés par des actions publiques, tous. Si on prend l'exemple de la Jordanie, l'exemple du Maroc, l'exemple, tout cet effort, quand le risque n'est pas possible dans le cadre d'une vision microéconomique sur des anticipations de valeur maximum à 5-10 ans, la seule entité qui puisse être capable de les prendre en charge, c'est des structures publiques, en fin de compte. Très bien. Et pour répondre à ma question, donc s'il y a quelque chose à changer maintenant, quelle serait-elle d'après vous? À mon avis, ce serait d'avoir un bureau de transfert technologique en Tunisie pour pouvoir évaluer les technologies sur lesquelles on est en train d'investir actuellement. Cela nous enlèverait franchement une épine du pied. Absolument, d'accord. Donc en fait, là-dessus, il y a, paradoxalement, c'est là où il y a le potentiel le plus élevé, et c'est là où il y a le plus de femmes aussi, Siamor, hein, parce que dans le monde de la recherche, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein, mais c'est hermétique, ça ne passe pas dans le monde économique. Donc effectivement, travailler sur le transfert de technologie, sur la propriété intellectuelle, le transfert, parce que le transfert de technologie est basé aussi sur la protection de la propriété intellectuelle. Donc, et là-dessus, on est très faible. Donc merci Tarek d'avoir soulevé cette question. Je te laisse en dernier, Oudé. Je vais prendre Siamor après, Monsieur le Ministre. Siamor, si on doit changer quelque chose, de votre point de vue d'agence nationale, votre expérience justement de l'incubation, l'accompagnement, qu'est-ce qu'on devrait changer maintenant pour rendre la Tunisie plus attractive? Pour rendre la Tunisie plus attractive plutôt, nous devons tout de suite changer des textes réglementaires au niveau de la Constitution des entreprises. Aujourd'hui, tout d'abord la rendre digitale, et on est sur la voie de la rendre digitale, et on a un objectif avant la fin de l'année 2021, la digitalisation, pour rallier les pays les plus classés, les premiers pays classés
en matière de doing business. L'année dernière, on a fait un saut de 44 points. On est 19e mondial en doing business constitution d'entreprise. Maintenant, nous devons passer top 10 et là changer la réglementation. Moi, je veux... Ce n'est pas très précis. On change le code du commerce ou on change la procédure? La procédure de constitution. Les procédures, c'est pas le code de commerce. Nous, on est en train de revoir le climat d'investissement et de réviser la loi de l'investissement. On ne va pas attendre 20 ans pour changer à l'instar de ce qui a été fait auparavant. Nous avons promulgué la première loi d'investissement en 72, la deuxième en 93 et la troisième c'est 2016, c'est-à-dire en moyenne de 20, 22, 21, 22. On ne va pas attendre. Aujourd'hui, il est temps de revoir cette loi de 2016. Il y a pas mal de lacunes et les stratégies ont changé et les sujets d'actualité qui ont été en discussion ou qui ont été à l'œuvre en mars 2020 n'étaient plus en avril 2020 à cause de cette crise sanitaire. Donc les stratégies changent et nous devons à chaque fois être au diapason et actualiser tous les textes, toutes les procédures, toutes les stratégies aussi. Et je clôture peut-être mon intervention par deux choses. La première c'est que lorsque j'entends parler quelques-unes, disons, de mes collègues intervenantes, je sens la passion et je me rappelle de la citation de William Osler, le père de la médecine moderne canadien, qui dit que le tout premier pas pour réussir un travail, c'est de l'avoir aimé. Donc aimer l'entrepreneuriat, vraiment, c'est aimer l'entrepreneuriat, c'est peut-être le facteur le plus déterminant pour renforcer cet état d'esprit. Parce Merci beaucoup. Merci pour ce message. On ne peut pas éduquer l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on aime avec passion. Et vous l'avez déjà dit. La deuxième, c'est que très brièvement, parce qu'on est vraiment dans les, on doit rendre les. La deuxième, c'est que il faut pas oublier le rôle de l'État. L'investissement est toujours les axes d'intervention ont commencé par l'État. L'entrepreneuriat, j'ai dit qu'on a commencé par un réseau national des pépinières qui est lourd à gérer. Aujourd'hui, nous avons des initiatives privées. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait dans les bonnes règles et ce qui a réussi et laisser le reste. Voilà, merci. Excellent. Merci beaucoup, Sermor. Monsieur le ministre, vous parlez pour votre pays aussi. Donc, si on doit changer quelque chose immédiatement pour rendre le Burkina Faso plus attractif, quelle serait cette chose-là ou cette décision-là? Domaine donc du doing business. Vous avez la chance, vous êtes parmi les premiers. Alors, il a marqué un peu sur ma langue. Est-ce que l'apport de l'État actuellement pour accompagner donc les startups, c'est au niveau donc des textes législatifs et réglementaires. Et à ce niveau-là, l'État peut agir en favorisant donc, en étant assez flexible pour ceux qui viennent donc de démarrer, au lieu donc de les mettre donc sur le même pied d'égalité que les autres. Et là où ça pourrait donc amoindrir donc les risques au niveau de cette start-up-là. Et il y a aussi cet accompagnement-là pour donc l'issue, la destinée donc des produits que ces start-up-là pourront produire. Et au niveau donc du Burkina, j'ai la chance ici que j'ai le directeur de cabinet du ministre du Commerce, j'ai donc le vice-président de la Chambre de commerce qui est là et beaucoup de ceux qui implémentent donc dans le domaine des start-up qui sont avec moi ici. Nous avons donc fait en sorte que les petites et moyennes entreprises là, et pour les marchés publics, ils aient 15% inscrits dans la loi. Ça veut dire que ces 15% sont destinés uniquement à ces petites et moyennes entreprises. Ce qui les permet effectivement d'avoir quelque chose chaque année qui est mis au niveau de l'État pour les accompagner. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut renforcer et ça pourra aider. Merci. Magnifique. La préférence nationale, ça s'appelle. Effectivement, il y a le Small Business Act, etc. Oudé, d'accord, pas d'accord? Alors, je vais finir avec, pour moi, il y a une priorité en Tunisie. Et il va falloir une bonne fois pour toutes le dire haut et fort. Il faut rendre le Tunisien citoyen du monde en lui donnant la possibilité d'acheter en devise, de vendre en devise, d'acheter des bitcoins, de faire ce que fait le monde entier en toute liberté et le reste viendra. Absolument. Merci beaucoup. Et sur ça, on va pouvoir clôturer ce panel sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci d'avoir été jusqu'au bout et merci à tous les panélistes pour leur contribution. Tout est filmé.
Donc vous avez la possibilité de vous revoir et de diffuser. Voilà, merci. Et le FITA continue demain avec la session spéciale Libye. Merci beaucoup. La séance donc de Aram, non? Tu as quelque chose à rajouter? C'est bon. Voilà. Merci beaucoup.